Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nordine Hachemi, le PDG du promoteur immobilier Kaufmann & Broad. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous êtes combien alors, combienième en France? Ça dépend des années, promoteur peut-être immobilier. quatrième, mais ce n'est pas un objectif pour nous. En termes de rentabilité, je pense qu'on doit être dans les premiers quand même. C'est vrai? Ouais. C'est ça l'alpha et l'oméga aujourd'hui. Je lisais une interview de vous, vous disiez justement qu'aujourd'hui vous privilégiez la rentabilité au volume. C'est ça le sujet aujourd'hui? Qualité, rentabilité, puisque c'est ça qui fait durer, c'est ce qui nous permet de passer les périodes un peu compliquées qu'on a pu vivre en 2020, 2021, qu'on a à vivre devant nous, en ayant une rentabilité solide, pas de dette, et ça c'est des sujets qui sont importants pour nous. Bon, en regardant un peu les chiffres, en me plongeant dans le marché du neuf, je me suis dit qu'être promoteur immobilier, c'est vraiment pas drôle en ce moment. Voire il y a de quoi être déprimé ou agacé, à vous de me le dire, Nordine Hachemi, mais c'est vrai que les ventes, les réservations de logements neufs sont en baisse entre 20 et 30% au premier trimestre. Et c'est pas par manque de clients, c'est par manque de produits à vendre, d'offres commerciales, qui est contrainte. Voilà où on en est. Alors, déprimé, non. Agacé, c'est plutôt ma personnalité. Agacé, pas pourquoi? Non, mais j'aurais plutôt tendance à aller vers l'agacement que vers la déprime. Mais agacé, pourquoi? Parce que les logements qu'on construit, c'est pas pour faire de la décoration, c'est pas pour occuper l'espace juste pour construire. La totalité des logements qu'on construit sont occupés. Ça veut dire qu'ils répondent à un besoin. Et donc, en ce moment, on est en train de préparer des crises sociales à venir, qui vont venir très vite, qu'on a déjà connues dans le passé, qui vont prendre leur origine dans le manque de construction de logements qui perdure depuis plusieurs années. Par an, et on ne les fait pas du tout. Le chiffre, les 500 000, c'est des chiffres qu'on donne comme ça. Je ne suis pas sûr que ça ait été bien défini avec quels critères. Mais je pense qu'à un moment donné, la question qu'il faut se poser, et ça mérite d'être traité au niveau national, c'est de définir clairement quels sont les besoins de logement, où on a besoin de les construire géographiquement. Ça, c'est le rôle de l'État. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais que moi, je ne suis pas contre qu'il n'y ait pas de ministre du Logement, au contraire. J'allais vous le dire, il n'y a pas de ministre du Logement pour l'instant. C'est peut-être une bonne nouvelle. Pour moi, c'est plus... Parce que moi, je n'attends pas de l'État qu'il nous fasse les plans des logements. Ce que j'attends de l'État, c'est qu'il fasse son rôle d'aménageur du territoire. Or, il y a un ministère qui est en charge de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on détermine les besoins. Les moteurs qui alimentent les besoins de logement, ils sont connus pour les 10, 20, 30 ans à venir. C'est des besoins démographiques, c'est des besoins sociologiques. Ils ne vont pas changer en quelques semaines. Donc on n'a pas besoin de... Pourquoi c'est le parent pauvre de la politique économique alors que c'est le quotidien de tous les Français? Parce que les décisions que vous prenez aujourd'hui, pour un politique, ont un impact à long terme. Donc, et comme souvent, c'est des décisions qui méritent de convaincre. Pourquoi aller prendre un risque tout de suite alors que les effets positifs, on les verra dans plusieurs années? Vous ou moi, on habite dans des logements dont les permis de construire ont été attribués il y a assez longtemps et on est très content qu'il y ait eu des maires à un moment donné qui aient donné ces permis de construire. C'est toujours encore le problème du foncier, le problème... je voulais qu'on en parle plus tard, mais on en parle maintenant. Le problème du foncier, le problème des permis de construire. Encore une fois, il y a un mieux en début d'année apparemment. Il y a eu plus 25%. De permis de construire délivrés, c'est ce que vous avez dit à l'ancien ministre Emmanuel Vargon. Oui, je pense qu'on met un peu de tout dedans. La réalité sur le terrain, c'est qu'il y a un manque d'offres. Si vous le disiez en introduction, il y a une très forte demande alimentée par, encore une fois, par des besoins de logement, pas par de la spéculation immobilière. C'est des logements occupés et on n'en construit pas assez. Il y a un refus, un blocage autour de la construction. Alors, avec maintenant des mauvaises raisons, enfin une bonne conscience à faire des recours, par exemple, contre les permis. Avant, on faisait des recours, on avait plutôt honte de les faire. Maintenant, on a trouvé un grand prétexte, c'est l'environnement. On oublie simplement que les projets qu'on construit aujourd'hui, quand on parle des voitures électriques, seul le logement neuf est capable d'être quasi neutre en émissions carbone à terme. Alors bien sûr, on consomme du carbone. On a un impact négatif en phase construction, mais sur la durée, le bilan est largement positif. Donc trop d'édiles, trop de maires brident encore une fois les nouveaux projets immobiliers, c'est ça la réalité, avec un coût du foncier. Le foncier, en gros, c'est un tiers du coût de production d'un immeuble. Enfin, moyenne, si on fait la moyenne, oui, en région parisienne, en métropole, on va être plutôt à 40, voire au-delà.
Mais sinon, on peut considérer qu'un tiers, c'est une bonne référence. Bon, donc les stocks, je reviens aux stocks. Les stocks fondent à vue d'œil, les délais de vente se réduisent, il n'y a pas assez de projets, il n'y a pas assez d'offres, encore une fois. C'est à cause de quoi? C'est le coût de la construction, parce que j'ai vu que c'était quoi? C'est vrai qu'il y a une hausse du coût de la construction entre 15 et 20%, c'est vrai ça? Alors, il y a la hausse des coûts, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui empêche d'avoir une offre attractive. C'est un manque de permis. Point de départ, c'est un manque de permis. Après, c'est toujours un manque de permis. La hausse des coûts de construction, c'est un facteur qui va peser, mais normalement, les projets qu'on conçoit, avec comme variable d'ajustement le prix des terrains, fait qu'on doit pouvoir encaisser des variations, des hausses de taux et des hausses de coûts de construction. Donc ça, c'est encore gérable. Le sujet donc c'est pas lié aux numéro un, pénuries, c'est pas lié aux approvisionnements, c'est lié, on revient au sujet d'avant, savoir les permis, les maires. Mais en même temps, j'ai cru savoir que sous Macron 1, il y avait eu un big bang du logement neuf, non? Ça, je ne l'ai pas vu, moi, mais le Big Bang du logement neuf, il y a eu enfin... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut donner la main au préfet, il y a tellement de solutions qui sont... Non, on ne pouvait pas construire contre l'avis des maires. Il faut que les maires se sentent plus sécurisés dans leur décision de construire des logements. Mais qu'est-ce qui les bride alors, les maires? Alors, la première chose, c'est que les gens qui votent pour un maire, c'est des gens qui ont déjà un logement. Donc ils n'ont pas envie de voir arriver... Ceux qui n'ont pas de logement, ils ne votent pas, par définition. Donc, vous rendez des comptes quand vous êtes élu à la population en place. Donc il faut quand même déjà une certaine... il faut avoir un sens civique qui constate que les logements qu'on construit, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, et que c'est pour préparer l'avenir du pays. Et pas simplement, encore une fois, pour planter des bâtiments et embêter les gens. La deuxième chose, c'est que les maires ont vu disparaître une partie des ressources qui étaient associées à la construction de logements, enfin à l'arrivée de la population, puisqu'ils n'ont plus la taxe foncière. La taxe d'habitation, pardon. Et avant, quand vous aviez des nouveaux habitants, au moins les élus étaient capables, avaient des dépenses supplémentaires et étaient capables de chiffrer les recettes qui allaient en face. La taxe d'habitation. Là, ça a disparu. Alors, on dit que ça va être compensé, mais enfin, le mécanisme de compensation... Par l'État. Par l'État, et l'État n'est pas riche. Donc, on peut se méfier un petit peu quand quelqu'un de pauvre vous dit « je vous compenserai ». Et avec le niveau d'endettement de l'État, il y a une certaine crainte et un certain manque de confiance. Donc c'est légitime. Alors encore une fois, comment on lève les freins concrètement? Et après on parle d'autre chose, mais sur le foncier, sur les permis. En aménageant, d'abord, aujourd'hui, il y a un autre thème qui est la non-artificialisation des sols, mais ça tombe bien, il y a toute une zone suburbaine autour des grandes métropoles qui n'est pas exploitée, qui est déjà construite partiellement, qui a besoin d'être densifiée, mais pour densifier, il faut y amener des services, pour densifier, il faut des infrastructures de transport, non polluantes notamment. Et aujourd'hui, je pense qu'on surinvestit en zone très dense urbaine et on n'investit pas assez pour l'avenir sur ces territoires. Bon, je reviens encore une fois sur tout ce qui est pénurie et compagnie. C'est incroyable. Carrelage, tuiles, métaux, bois, PVC, plâtre, verre, ciment, colle adhésif. Je m'arrête là. Hein. Tous les matériaux, c'est quoi? Ils flambent. Il y a de la pénurie, des problèmes d'approvisionnement, tout ça cumulé? Oui, vous avez deux grands phénomènes. Premièrement, les ruptures de chaînes logistiques. Là, et qu'est-ce qui est organisé? Qu'est-ce qui est de la pénurie réelle et qu'est-ce qui est un peu organisé pour se faire des marges quand on est... pas pour votre côté, mais du côté de ceux qui produisent tous ces matériaux? Aujourd'hui, c'est difficile à dire. Je pense qu'à la rentrée, on devrait voir déjà les chaînes d'approvisionnement reprendre, c'est ce qu'on nous dit, le trafic maritime qui est en train de résorber le stock qui avait été accumulé pendant la crise sanitaire. Donc là, les flux devraient redevenir normaux. Maintenant, vous avez la hausse des prix qui est due au fait de la hausse du prix de l'énergie qui est absolument omniprésent. Tout ce qu'on fabrique consomme de l'énergie, y compris l'impact sur le transport. Et donc ça, cette hausse, elle est là, elle est durable et elle va s'installer. Par contre, sur les pénuries, ça, on peut espérer que ça devrait Qu'est-ce qui est en pénurie aujourd'hui? Vous avez des difficultés à trouver. Par exemple, à un moment donné, vous avez eu des sujets sur le carrelage parce que... Alors c'est assez, on a découvert finalement avec la guerre en Ukraine que beaucoup de choses venaient d'Ukraine, plus que ce qu'on pouvait imaginer. Mais il y a eu un problème de kaolin, par exemple, pour le carrelage, donc il a fallu qu'ils recentrent leur zone d'approvisionnement. Vous avez eu à un moment donné les puces. Alors
pouvez vous dire, on ne fabrique pas des ordinateurs, mais dans un appartement, un logement, un bureau, il y a des puces partout. Il y a des puces sur les compteurs électriques, sur les systèmes de régulation, sur la domotique. Il y a un moment donné, et vous ne pouvez pas livrer un logement si vous n'avez pas un compteur électrique à un moment donné. Donc vous avez en permanence comme ça des petites ruptures d'approvisionnement, on arrive à le gérer. Mais pour certains, c'est compliqué. Et donc, coût de production, encore une fois, coût de la construction en hausse de 15 à 20%, c'est ça? On est là-dedans aujourd'hui? On est dans les purs? Oui, ça, c'est ce que les constructeurs décrètent. Après, je pense que les hausses, la véritable hausse devrait être de l'ordre de 5% et pas de 15 à 20%. Non. Donc, ils s'en prennent un petit peu au passage? Oui, voilà, c'est le jeu. Après, il ne faut pas tout écouter non plus, quoi. Bon, combien de chantiers en cours aujourd'hui pour Kaufmann & Broad? Et encore une fois, est-ce qu'il y a des coups de frein sur vos chantiers ou pas du tout? Non, on arrive à tenir nos délais. On a à peu près 180 chantiers. On construit, vous voyez, à peu près en phase construction. On a à peu près en permanence 10 000 logements. C'est-à-dire une ville de 20 000 habitants, en gros, en mettant 2 personnes par logement. Donc on a en permanence une ville de 20 000 habitants en phase de construction. Bon, on a parlé de la guerre en Ukraine, de l'inflation, des problèmes de pouvoir d'achat, les taux d'intérêt qui commencent un petit peu à remonter. C'est vrai que quand j'entends que la demande est toujours là, je me dis mais comment ils font les gens? Parce que ça coûte de plus en plus cher, encore une fois. Quand on voit la hausse des prix, on est plus 5,9% sur 2021. Les acquéreurs, ils vont suivre indéfiniment. Non, il y a un moment donné, il y a le pouvoir d'achat qui va plafonner les prix. On sent pas un essoufflement de la demande? Non, parce que la demande, encore une fois, c'est des biens essentiels. Oui, c'est pas du luxe. Quand on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, quoi. Mais aujourd'hui, vous avez donc ceux qui font de l'acquisition, les particuliers qui achètent pour occuper, vous avez, et souvent qui sont en revente, vous avez de la primo-accession, donc ça c'est le premier bien. Ils n'ont pas le choix parce que le prix de l'ancien est très cher également. Et puis vous avez les investisseurs institutionnels qui vont mettre sur le marché, et des particuliers, des biens en location. Et donc la demande étant là, la demande d'occupation de ces logements étant là, vous avez une demande au niveau de l'investissement. Et donc cette spirale inflationniste, encore une fois, plus 6% sur les prix en 2021, 22% de hausse sur 10 ans, et cette spirale inflationniste dans le neuf, elle est là pour durer? On n'a pas parlé, on a pu évoquer les nouvelles normes environnementales qui plaident aussi pour des prix plus élevés. Oui, qui font encore monter les coûts. C'est là pour durer, cette hausse des prix du neuf, du mobilier neuf. En tout cas, ce qui va plafonner, c'est le pouvoir d'achat des clients. Et là, soit on rentre dans une spirale inflationniste, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'inflation monte, les salaires montent, et ça a été ça pendant des dizaines d'années, dans les années 80, vous avez eu une forte hausse du prix de l'immobilier, mais qui était alimentée aussi avec des taux élevés d'un côté, mais une hausse des salaires. Mais là, on est dans une spirale inflationniste qui est aujourd'hui pas souhaitée, d'autant plus que l'inflation dont on parle en Europe, c'est beaucoup d'inflation importée. C'est l'inflation liée aux matières premières notamment. Et donc, à un moment donné, le marché va se réguler de toute façon. Il va se réguler comment? Le pouvoir d'achat, le plafond sera atteint et il va falloir ajuster les coûts. On est proche. Alors moi, je pense que si on ne rentre pas dans une inflation sur les salaires, là, on atteint un plafond. Oui. Et comment on en sort alors? Eh bien, en étant à nouveau raisonnable sur le prix des terrains, on a de la chance, on a une variable d'ajustement. On y revient. Oui, on parle de pénurie, mais la pénurie foncière de terrains constructibles, c'est nous qui l'avons décrétée. Quand je dis nous, c'est la nation qui l'a décrété. Comment on fait pour lever ce verrou-là? Eh ben, encore une fois, comme je disais, accompagner les élus au niveau de l'aménagement de leur territoire, accompagner les élus en termes de services. C'est ça le rôle de l'État, c'est d'être présent sur les territoires pour qu'on puisse convaincre les élus que quand ils vont accueillir une croissance de la population, ils auront bien les moyens de faire en sorte que ce soit une vie de qualité harmonieuse. Pourquoi il n'y a pas aussi les terrains privés? Je me rappelle, sous François Hollande, il y a des abattements qui avaient été mis en place pour inciter, encore une fois, ceux qui ont des terrains à les vendre. Ça, c'est les privés n'ont pas de problème pour vendre leur terrain, sauf que le terrain ne vaut que s'il y a un permis à la clé. Quand je parle de l'accompagnement de l'État, c'est pas sur la mise à disposition de terrain public, c'est infrastructure, école, transport, etc. Alors il y a aussi les terrains de l'État, mais on ne peut pas dire que c'est pas l'essentiel de la production. Véronique Bédag, la patronne de Nexity, qui sera d'ailleurs avec nous aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, où nous serons présents début juillet, disait « Le logement neuf devient un bien rare ».
On en est là aujourd'hui. Hein. Oui. Et on se dit quand même que c'est parti pour durer un peu. Hein. Ah bah, on a un retard à combler, et puis surtout, c'est que quand on touche des choses aussi essentielles que le logement, bah, ça devient très vite un problème social. Et c'est peut-être là où il y a un manque de vision parfois politique. Bon, vous disiez que... Enfin non, je me demandais, est-ce que vous avez dû renoncer pour le coup du fait de tous ces problèmes, encore une fois du côté de l'offre, du côté des terrains, du côté des coûts, est-ce que vous avez dû renoncer, faute de rentabilité, à des projets? Bon, on est très sélectif sur nos projets, Ouais. on n'y renonce jamais complètement, on Vous les essaie de reportez, rediscuter, mais on peut reporter, on peut C'est un coût, évidemment, redéfinir le projet, redéfinir son orientation en termes d'usage. Et donc, quand on n'arrive pas à trouver un équilibre économique autour d'un projet, on ne va pas le lancer, sachant que... Parce que la priorité, c'est la rentabilité, et là on reboucle avec le début. Tout à fait. Pour Kaufmann & Broad, plus la rentabilité que le volume. Ben, c'est ce qui fait qu'on peut durer, oui. Et on a eu la chance de fêter nos 50 ans, ce qui n'est pas il y a 2 ans, maintenant 3 ans, ce qui n'est pas le cas de tous les promoteurs. Ouais. 50 ans, c'est vieux dans la promotion. Bon, qu'est-ce que vous dites, on se quitte là-dessus, Nordina Chimie, c'est ceux qui nous regardent qui se disent, mais c'est trop cher, le prix du neuf, je voulais acheter en neuf, mais c'est trop cher. Bah, aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'écart avec l'ancien. Vous dites quoi? Vous dites c'est pas une question de faute. Nous, on fait. Non, certains se disent que les marges des promoteurs sont colossales. Non, notre marge, nous, on est un pure player et on est coté. Donc la marge, elle est connue. Elle est de on fait à peu près 3%, 3-4% de résultats après impôt. Moi, je veux bien mettre ça à zéro. C'est pas ça qui va révolutionner le prix d'achat des terrains et des logements, pardon. Ouais. C'est de côté, justement, j'ai regardé le titre. C'est assez rare. Hein. Depuis le début de l'année, sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans, le titre perd toujours à peu près. Vous suivez ou pas? 30%. Ouais. 30%. Qu'est-ce qui se passe sur le titre là? Alors, vous allez inviter la directrice générale de Next City qui fait à peu près un parcours similaire. Aujourd'hui, il y a une décorrélation entre la solidité de nos résultats, la solidité du dividende qu'on distribue, et puis il y a une crainte, une corrélation entre ça et une corrélation entre la réalité de ce qu'on fait et le cours de bourse. Et puis le cours de bourse. Je pense que tout ça, ça va finir par... toute la bourse est assez chahutée. On est dans des secteurs, en plus, la promotion telle qu'elle est faite en France, elle est vue à travers le prisme de la promotion anglo-saxonne où les risques sont totalement différents. Et donc, nous, il suffit de voir, je ne sais plus à qui je disais ça ce matin, mais on a regardé nos résultats en 2020, la pire crise de l'histoire, même les infrastructures sont passées dans le rouge. Nous, nos concurrents aussi, on a continué d'être rentables pendant cette période-là. Donc, on est quand même très, très résilient. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Nordina Chimie, le PDG de Kaufmann & Broad, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci.